Mardi 20 août, la préfecture des Bouches-du-Rhône annonçait la fermeture de la mosquée des Bleuets à Marseille. Dans le collimateur des autorités, l'imam Ismail, accusé de tenir un discours incitant à la discrimination et à la haine contre les femmes, ainsi qu'un certain nombre de positions défendant la Palestine. Pour quelles raisons la mosquée des Bleuets a-t-elle été fermée? Pour le savoir, nous recevons aujourd'hui Maître Rafik Chekhat, qui représente l'association des Bleuets. Bienvenue sur Mizan TV. Merci. Merci d'avoir accepté notre Merci à invitation. vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour quelles raisons l'association Les Bleuets, donc qui gère la mosquée qui se trouve à Marseille, a-t-elle été fermée? Une décision qui fait 7 pages a détaillé un certain nombre de motifs, de motivations, de propos, de prises de position de l'imam Ismail, et on doit dire que ce document va un peu dans tous les sens. Absolument. Donc, est-ce que vous savez aujourd'hui quelles raisons ont motivé la fermeture de cette mosquée? Alors, déjà, merci à nouveau pour l'invitation. Alors, la première chose qui saute aux yeux quand on lit l'avis de fermeture, qui fait 7 pages, comme vous l'avez dit, ce sont disons, justifications ou les motifs éminemment politiques qui sont avancés dans cet avis. Il y a très peu de choses juridiques. Alors, ce qu'il faut dire au préalable, c'est que aucune poursuite, en tout cas aucun membre de l'association, que ce soit l'imam ou les bénévoles, les personnes qui occupent des fonctions officielles dans l'association, n'a fait l'objet de poursuites à ce jour. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que l'imam lui-même n'a fait l'objet d'aucune poursuite, de quelque forme que ce soit. Ça, c'est aussi une chose à rappeler. Et donc, dans l'avis de fermeture, il n'y a aucune infraction qui est caractérisée. De toute façon, c'est pas l'objet de l'avis de fermeture, mais uniquement un faisceau de soupçons. C'est-à-dire, en fait, une accumulation d'approximations. Il y a un adage, je crois qu'on prête à Staline, qui disait si vous avez du mal avec la qualité, essayez la quantité. C'est exactement ce que fait le ministère de l'Intérieur, donc la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur demande du ministre démissionnaire de l'Intérieur et des Outre-mer, donc Gérald Darmanin, c'est qu'elle accumule des imprécisions, des soupçons, voilà, des délits d'opinion, parce qu'on est essentiellement sur ce terrain-là, pour jeter le discrédit sur la mosquée. Donc moi, me prononcer sur les motivations juridiques, politiques, c'est pas exactement ma fonction. Moi, je suis là pour parler du droit en tant que professionnel du droit. Et d'un point de vue juridique, il y a très peu de choses. C'est ça qu'il faut dire, que les gens doivent savoir. Il y a assez peu de choses d'un point de vue juridique sur l'avis de fermeture. Par contre, il y a un certain nombre de propos comme ça politiques, et surtout, ce qui saute également aux yeux, au-delà de l'aspect politique de cet écrit, c'est, alors, vous avez certainement lu l'avis de fermeture, c'est qu'il est beaucoup question d'islam. Et il est beaucoup question et de manière normative, c'est-à-dire on ne parle pas d'islam de manière abstraite, on en parle de manière normative, ça veut dire qu'on se retrouve avec ce paradoxe d'autorité française, donc d'autorité d'un État qui se dit laïque et qui l'est, formellement, en droit en tout cas, et on se retrouve avec des autorités, donc là la préfecture, qui nous explique doctement quelle est la bonne vision de l'islam et quelle est la vision qu'il faudrait combattre, ou en tout cas qu'il faudrait éliminer ou éradiquer si on veut aller plus loin. Alors, avant d'aller sur ce terrain-là, Maître Chekhat, je voulais revenir sur ce qui fonde cette décision de fermeture. Hein. En tous les cas, c'est ce qui est présenté dans le communiqué de la préfecture. C'est l'article 227.1 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit, je cite, que aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels des propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. Fin de citation. Donc, on a quand même ici une motivation qui est extrêmement grave, parce qu'on parle de commission d'actes de terrorisme, même si la fin du texte parle aussi d'apologie, voilà, d'apologie donc des propos, voilà. Comment on peut justifier de telles motivations extrêmement graves d'ordre sécuritaire, alors même qu'il n'y a pas d'arrestation, vous le disiez, il n'y a pas eu d'inculpation personnelle.
Donc comment on peut comprendre voilà le lien entre cet énoncé juridique extrêmement grave et la réalité des décisions qui ont été prises? Alors, déjà, vous avez bien fait de rappeler l'article L227.1 du Code de sécurité intérieure, qui, en plus, dans sa rédaction même, mélange des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Par exemple, l'appel à la discrimination et la commission d'un acte terroriste, on voit pas trop le lien entre les deux. Ou alors, dans ce cas-là, on pourrait fermer ou interdire n'importe quel meeting du Rassemblement national, de Zemmour et d'autres personnes, etc. Bon, cela mis à part, donc évidemment, le motif invoqué est très grave et sans commune mesure avec la suite, où là, c'est vous avez retweeté un tel qui avait dit tel jour des choses. Là, en fait, à aucun moment les autorités n'apportent de manière concrète la preuve qu'il y a un lien entre quelconque propos qui a été tenu au sein de la mosquée et la commission de violence à caractère terroriste. Il n'y a jamais cette démonstration-là n'est faite. Donc, il y a un énoncé, c'est-à-dire en fait, il y a un effet d'annonce qui permet de justifier à peu près tout, parce que quand on dit terrorisme, bon, on rentre dans un flou juridique parce que on ne sait pas exactement définir le terrorisme d'un point de vue juridique. Tout ce que le droit français se borne à faire, c'est de définir l'intention terroriste. Avec une forme de tautologie, ça veut dire l'intention terroriste, elle est manifeste quand on la voit. Donc, ça veut dire que le terrorisme, on peut pas le définir, mais c'est évident quand on voit l'intention. Ça, c'était le législateur. Je reprends les termes du législateur. Hein. C'est manifeste quand on la voit. Donc, c'est tautologique. On sait pas la définir, mais quand on la voit, on sait que c'est ça. Bon. C'est pas très rigoureux d'un point de vue juridique. Donc, on a ce fondement-là, assez large, assez grave, comme vous avez dit. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Et la suite du texte qui n'a strictement rien à voir là-dessus. On va lui reprocher d'avoir tenu des propos, par exemple, sur la polygamie. Quel lien avec la commission quelconque d'un acte de terrorisme? On va lui reprocher d'avoir soutenu la cause palestinienne. Pareil, on est en droit de se poser la question du lien avec nous. On peut reprendre tous les arguments comme ça, pêle-mêle. Alors le lien qui est fait, pardon de vous interrompre, le lien qui est fait par les autorités, par la préfecture, hein, par le préfet des Bouches-du-Rhône, c'est de dire que le lien il est fait par rapport au Hamas. Et donc à toutes les personnes qui présentent le Hamas comme une organisation de la résistance, alors que on se souvient que le garde des Sceaux lui-même à l'époque, au lendemain du 7 octobre, avait expliqué que toute mention des organisations palestiniennes comme étant des organisations de résistance, donc qui auraient une certaine légitimité, relèverait de l'apologie de terrorisme. Voilà. Donc disons que si on veut faire le lien, pour répondre à votre question, le lien se ferait là. Est-ce que vous, voilà. Donc finalement. Alors là, c'est, oui. on fait des sauts à chaque fois, des sauts de puce. Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, vous avez tout à fait raison de rappeler la circulaire du 10 octobre 2023 du garde des Sceaux. Première chose qu'il faut dire, c'est ce n'est pas au ministre de la Justice de nous dire à nous, citoyens d'un pays, quoi penser. Est-ce qu'on est en droit de dire ou pas sur un conflit étranger? Ça, c'est la chose qu'il faut systématiquement rappeler. Ou alors, on admet que la France a un régime de type autoritaire comme la Russie, la Corée du Nord et d'autres. Donc, ce n'est pas au garde des Sceaux, ce n'est pas au ministre de la Justice de nous dire quoi penser d'un conflit étranger. Ce n'est certainement pas à lui de dire ça, surtout quand on voit que des chercheurs, par exemple, je pense à François Burga, qui est aussi un de mes clients, sont poursuivis pour apologie de terrorisme. Donc là, on se retrouve avec des chercheurs spécialistes, en particulier des mouvements qui se réfèrent à l'islam politique. Donc on a un spécialiste qui a été auditionné par le Sénat, l'Assemblée nationale, même par l'OTAN, le commandement unifié de l'OTAN. Donc on a un spécialiste à qui, ça va être le ministre de la Justice, sur la base de quels critères on ne sait pas, va nous dire quoi penser d'un conflit étranger. Voilà. Ça, c'était juste la chose à rappeler. Ensuite, si on veut être rigoureux d'un point de vue juridique, le fait, par exemple, de dire que le Hamas est une organisation de la résistance est assimilé par les tribunaux français les procureurs exécutent de manière servile, j'ai pas peur de le dire, parce que rien ne les oblige, hein, la circulaire du ministre de la Justice que vous avez cité n'a aucun poids juridique. Ils peuvent l'ignorer totalement. Bon. Le fait de dire que le Hamas est une organisation de la résistance, c'est assimilé par la justice française comme de l'apologie de terrorisme. Bon. Alors, c'est du délit d'opinion? C'est du délit d'opinion selon vous? Mais c'est surtout absurde, parce qu'on va dire l'inverse. Donc si je dis que le Hamas est une organisation de collabos, si je dis que par exemple le Hamas participe à la colonisation de la Palestine,
c'est éminemment faux. D'un point de vue empirique, c'est faux. Par contre, je ne serai pas poursuivi pour ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour ne pas être poursuivi, il faut dire quelque chose de faux. Donc, si je dis que le Hamas participe à la colonisation de la Palestine, personne ne va me poursuivre. Bon. L'autre chose qui est aussi absurde, c'est que il faut comprendre la colonisation comme un fait social total. Donc, toute organisation palestinienne n'a pas 36 000 possibilités. Soit elle accompagne la colonisation, soit elle la combat. Il n'y a pas d'autres possibilités. Comme disait Fanon, la situation coloniale est éminemment manichéenne. Donc, soit on accompagne la colonisation, soit on la combat. Bon, bah, si on combat la colonisation, c'est-à-dire qu'on résiste à la colonisation. Donc, on voit bien comment, juridiquement, ce n'est pas sérieux. Ça ne tient pas la route, cette qualification d'apologie terrorisme. Et pour un dernier élément, enfin, une des dernières raisons pour lesquelles on pourrait... Alors, il y a peu de pays qui l'adoptent, cette qualification-là d'apologie terrorisme. La Russie fait un usage immodéré du délit d'apologie de terrorisme. Donc, ça place la France dans un cercle restreint de pays, et c'est intéressant de voir ce que ça dit de l'état des droits et libertés en France. Mais l'autre chose, c'est que c'est un délit à sens unique. Je m'explique. Il y a des centaines de procédures qui ont été lancées pour apologie de terrorisme en France. Bon, aucune, je dis bien aucune, je ne parle pas de 5, je ne parle pas de 10, aucune pour apologie de crimes de guerre ou apologie de crimes contre l'humanité. Pourtant, les partisans du génocide en Palestine ont micro ouvert sur les médias de manière continue. Et donc, cette disproportion-là montre que l'usage qui est fait de l'infraction d'apologie de terrorisme est en réalité une sorte de service après-vente, en tout cas ce qui permet l'impunité israélienne. C'est un outil juridique au service de l'impunité israélienne. Et on voit bien comment le soutien des autorités françaises au génocide, je parle vraiment d'un point de vue juridique, au génocide en cours en Palestine, tord le droit français, tord un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs, et donc on se retrouve avec cette infraction d'apologie de terrorisme qui n'avait pas du tout été prévue pour ça, parce que quand on lit les travaux préparatoires avant l'adoption de la loi du 13 novembre 2014, sous l'impulsion de Bernard Cazeneuve, les travaux préparatoires montrent bien que ce délit-là avait été à l'origine conçu pour lutter contre les filières de recrutement en ligne de djihadistes. Je répète, donc c'était la loi de 2014 qui fait rentrer l'apologie de terrorisme, qui l'a fait sortir du droit de la presse et qui l'a fait rentrer dans le code pénal. La différence, pour juste faire un petit point, c'est que maintenant, avant, quand vous étiez poursuivi pour apologie du terrorisme, vous pouviez être poursuivi pour apologie du terrorisme avant 2014, mais vous ne faisiez pas de garde à vue et il n'y avait pas de possibilité que vous passiez en comparution immédiate. Voilà, c'est ça la différence. Maintenant, les peines sont plus lourdes. Vous pouvez faire de la garde à vue et vous pouvez passer en comparution immédiate. Voilà, c'est ça qui a changé depuis 2014. Et surtout, il y a eu une explosion des poursuites. Voilà, juste pour fermer le chapitre sur l'apologie du terrorisme, il y a une explosion des poursuites à partir de 2015. On est passé, je crois, que de quelques cas en 2014, en 2013, pareil, peut-être 3, 4, 5 poursuites, à des centaines de poursuites les années suivantes. Donc, on voit bien comment la loi a créé, en réalité, a permis, en tout cas, la multiplication de ce type de poursuite. Donc aujourd'hui, une infraction qui avait été prévue pour lutter contre les filières de recrutement en ligne, je le répète, de djihadistes, sert maintenant à criminaliser le soutien à la Palestine. Donc, je ferme la parenthèse sur un dernier point. Oui. Un dernier point sur cette question, Maître Chekat, c'est parmi les reproches qui sont faits. Alors, on voit bien que donc finalement, ce n'est pas la mosquée elle-même ou l'association Les Bleuets qui est visée par la préfecture, mais l'imam Ismail qui officie donc dans cette mosquée. Ce qui est reproché également à l'imam, c'est d'avoir publié sur son compte ou sur ses réseaux sociaux de manière générale un certain nombre de hadiths qui valorisaient, je cite, le djihad guerrier. Voilà, le djihad guerrier. Donc parce que la notion de djihad est polysémique, ça aussi. Celle de martyr aussi, parce qu'elle est présente dans la vie. Celle de martyr aussi, il y a des passages dans le Coran où il est question on parle de martyr pour une personne qui a été tuée par une bête sauvage, par exemple. Donc, celle de martyr aussi est polysémique. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que la notion de guerrier a été mentionnée dans certaines des occurrences qui ont été soulignées par la vie. Est-ce que je vais me faire un peu l'avocat de la partie civile. Est-ce que mentionner des hadiths qui valorisent le djihad guerrier, je précise bien, dans le contexte qui est le nôtre en France, est-ce que ça peut être interprété alors ça peut être une maladresse ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut reprocher la publication de ce type de texte
dans un contexte géopolitique tendu? Alors, Étant donné les interprétations qui pourraient en être faites justement, par on est toutes sortes sur, de personnes. alors, on est vraiment éminemment sur le terrain de l'interprétation. Euh, alors, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle maintenant hadith par hadith, lesquels peuvent être cités, lesquels peuvent... Il y a un principe de responsabilité, de manière évidente. Toute personne qui a de l'audience, toute personne qui s'adresse à du monde doit être modérée dans ses prises de parole, etc. C'est un principe qui s'applique à nous toutes et à nous tous. Donc ça, il faut commencer par ça. Et ça, vous avez évidemment raison de le rappeler. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, il y a une forme de punition collective qui est infligée à la mosquée parce que, comme vous l'avez dit, il y a des propos qui ont été tenus à titre personnel par l'imam, peut-être en dehors des heures où il officie, où il est présent sur les lieux, donc vraiment à titre personnel, et on va punir l'ensemble des membres du personnel, et des bénévoles de l'association, les fidèles, et puis plus généralement tous ceux qui bénéficient des activités éducatives de la mosquée, qui est pas uniquement une mosquée, hein, qui est aussi un centre pédagogique ou éducatif, etc. Donc, qui reçoit un public assez large, qui dépasse d'ailleurs le cadre de la communauté musulmane des quartiers nord de Marseille. Et donc, pour des propos personnels, pourquoi je dis ça? Parce que ce type-là de responsabilité collective est très dangereux. Imaginons par exemple un juge d'instruction qui, dans son temps libre, dit, je sais pas, partage des propos avec lesquels on est en désaccord. Pas forcément qui peuvent faire l'objet de poursuites, hein, mais avec lesquels on est en désaccord d'un point de vue politique. Et on ferme le tribunal. Alors, on ferme le tribunal parce que tel juge, le greffier, ou je sais pas quelle autre personne qui travaille au tribunal, a tenu des propos avec lesquels on n'est pas d'accord politiquement. On voit bien le caractère dangereux de ce type de manœuvre ou de mesure, parce que la prochaine étape, c'est quoi? C'est fermer un journal parce que un des journalistes a tenu tel propos pendant le week-end à titre personnel, à titre privé, un propos avec lequel on est en désaccord, qui est même pas un propos qui peut être poursuivi en justice. Donc, on voit bien le danger que ce type-là de punition collective fait peser sur la vie démocratique elle-même. Je parle même pas de la communauté musulmane, hein. Je parle vraiment de la vie collective, de la vie démocratique. Voilà. Ensuite, sur les propos incriminés, il faut évidemment voir au cas par cas. Il y a des problèmes de traduction, c'est-à-dire on sait pertinemment que la manière il y a un passage à un moment dans la vie où il est dit qu'on a glorifié le fait de mourir en martyr, mais mourir en martyr, ça n'implique pas nécessairement, par exemple, une action violente. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de discuter ce type-là d'avis de la préfecture des Bouches-du-Rhône, parce qu'on rentre dans des considérations théologiques. Et on rentre en plus dans des considérations théologiques traduites, c'est-à-dire qu'en fait, on doit normalement partir de la version arabe pour savoir. Et donc, est-ce qu'il appartient au ministère de l'Intérieur de nous dire quelle est la bonne traduction de tel ou tel propos, comment il doit être compris et comment on doit le donner? C'est ça, en fait, qui me paraît problématique. Je vous donne un exemple très précis, et je pense que c'est une summa divisio, une dichotomie qui peut nous être utile. Faut pas l'absolutiser, mais elle peut être utile. Je l'emprunte à un philosophe, je crois que c'est Jean-Fabien Spitz, qui distingue entre les valeurs et les principes. Vous allez voir concrètement où est-ce que je vais en venir. Il dit, il y a les principes républicains et les valeurs républicaines. Je vous donne un exemple. Parmi les principes qui existent au sein de la République, il y a celui de non-discrimination, d'égalité homme-femme. Bon, ça c'est un principe. C'est un principe qui se matérialise juridiquement. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Vous pouvez à titre privé dire par exemple, et là vous êtes sur le terrain des valeurs, vous pouvez dire par exemple, moi je considère que la femme est inférieure à l'homme. Ou l'inverse, si vous voulez. Bon, ça ce sont des valeurs. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de faire quoi que ce soit qui contrevient au principe d'égalité. Donc vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ça veut dire que les principes, c'est une chose, ça régit la vie en société. Par contre, les valeurs, c'est autre chose. Vous avez le droit de considérer que la Terre est plate, par exemple. Ça peut paraître aberrant à plein de gens, mais il y a des gens qui considèrent que la Terre est plate. Bon, c'est une conception. Bon, et on peut multiplier comme ça. Vous avez très bien compris où est-ce que je voulais en venir. Ça, ce sont les valeurs. Il n'y a rien de plus dangereux d'un point de vue démocratique que lorsqu'on s'attaque aux valeurs. On s'attaque à la conception philosophique que les personnes se font de la société. Parce que rien ne vous oblige à penser comme la doxa dominante, par exemple. Par contre, vous êtes tenu de respecter un certain nombre de principes, et ça, vous pouvez pas aller contre. Je donne un exemple très précis dans
dans l'arrêté, enfin pardon, dans l'avis de fermeture, il est question d'apologie de, non, il est question de faire la promotion de la polygamie. Bon, qu'est-ce qui est interdit en France? Même du viol. Oui. Même du viol. Alors, ce qui est interdit en France, c'est la polygamie en tant que pratique. Mais si vous êtes pour la polygamie, qu'est-ce qui vous interdit d'être pour la polygamie? Qu'est-ce qui vous interdit, par exemple, d'être pour la monarchie? Alors évidemment, vous n'avez pas le droit d'intenter au caractère républicain de la société, du régime français. Ça, c'est écrit dans la loi. Mais si, d'un point de vue philosophique, vous êtes pour la monarchie, ou pour le concordat, ou pour, je sais pas quel autre type de régime, ça, vous avez le droit, à titre personnel, d'être pour tel ou tel type de régime, à partir du moment où vous ne faites rien d'un point de vue concret. Il faut distinguer donc les valeurs et les principes. Il n'existe pas en droit français d'apologie de la polygamie. Ça n'existe pas. Cette infraction n'existe pas. Donc quand on reproche à un imam de faire l'apologie de la polygamie, ce n'est pas une infraction. Par contre, il n'a pas le droit de lui-même pratiquer la polygamie, par exemple. Ou de dire à ses fidèles, pratiquer la polygamie, parce que c'est interdit en droit français. Par contre, l'apologie de la polygamie n'existe pas en droit français. Donc on voit bien que vous pouvez, par exemple, parfaitement vous dire, je suis pour la polygamie. Je prends vraiment des exemples extrêmes parce que je pense que la liberté d'expression, elle consiste justement à dire ou à penser des choses qui peuvent paraître choquantes à premier abord. Parce que si la liberté d'expression consiste à dire des choses avec lesquelles tout le monde est d'accord, c'est une conception de la liberté d'expression avec laquelle n'importe quel dictateur serait en accord. Donc c'est ça aussi qu'il faut rappeler. C'est bien un délit d'opinion que vous dénoncez. Du début à la fin. Quand on lit l'avis de fermeture, ça me paraît flagrant et manifeste que du début à la fin, on est sur du délit d'opinion. Alors quels vont être les recours est-ce qu'on sait déjà quelle peut être la durée de fermeture de la mosquée? Alors, avant tout recours, la mosquée est fermée pour une durée de 6 mois. Évidemment alors moi je m'exprime évidemment en tant qu'avocat de l'association. Là, un recours va être déposé évidemment contre cette mesure qui est à la fois arbitraire, injuste et puis éminemment politique, comme je le dis depuis le début. Donc ça va être sous la forme d'un référé de liberté pour être plus précis, qui va être déposé devant le tribunal administratif de Marseille, qui aura ensuite 48 heures pour être, voilà, on va pas rentrer dans les détails de la procédure, mais c'est une procédure assez rapide. Le tribunal administratif a 48 heures pour se prononcer, entendre les deux parties, ou alors rejeter, ça peut arriver aussi, avant tout débat, peut rejeter la requête, ce qu'on appelle la procédure au tri, et auquel cas, il y aura un recours devant le Conseil d'État. Alors, il y a déjà eu des mosquées qui ont été fermées dans le passé, on s'en souvient. À votre connaissance, est-ce que des référés liberté comme celui que vous apprêtez à déposer ont été favorablement accueillis? Je sais pas si c'était sous la forme d'un référé liberté, je pense que oui, mais mon confrère maître Stéphane Guezguez avait réussi à obtenir l'annulation de la fermeture, par exemple, de la mosquée de Pessac, de Cheikh Abdelrahman Redouane, qui fait actuellement l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. AME, malgré, lui aussi a fait l'objet d'un acharnement judiciaire, a gagné systématiquement tous ses procès devant la justice, et au final, il fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Donc, à ma connaissance, oui, il y avait ce cas-là précis où la mosquée de Pessac avait été réouverte malgré l'avis de fermeture, malgré la mesure de fermeture dont elle avait fait l'objet, je crois, pour 6 mois également ou 4 mois. J'ai plus la durée en tête. Oui, là, derrière cette question que je vous posais, finalement, il y avait le fait de savoir si jusqu'à quel point les juges tenaient compte du préjudice en termes de droit et de culte, de pratiquer son culte, qui retombait donc finalement sur toute la communauté musulmane de cette partie de Marseille. Voilà, est-ce que c'est un élément dont les juges c'est tout l'enjeu régulièrement ou pas? C'est tout l'enjeu de la discussion. On va parler de liberté fondamentale, évidemment, liberté d'expression, liberté de culte, liberté d'aller et venir, liberté de personnel. Bon, donc ça, je peux pas me prononcer à la place des juges. Je sais que la situation est variable en France en fonction des tribunaux administratifs. Voilà, ils n'ont pas tous la même politique. Je vous donne un exemple sur le Burkini, parce qu'on a déposé un recours en début de semaine. C'est pas moi qui l'ai déposé à Bastia, devant le tribunal administratif de Bastia, mais par exemple le tribunal administratif de Bastia a annulé un arrêté anti-Burkini qui avait été pris par la municipalité de Lecce, ça c'est dans le sud dans la Corse du Sud. Par contre, le tribunal administratif de Nice, de manière totalement inexpliquée d'un point de vue juridique, même un peu aberrante d'un point de vue juridique, avait rejeté le recours qui avait été formé par moi et
par une consoeur aussi qui elle agissait pour la Ligue des droits de l'homme, contre un arrêté anti-Burkini pris par la municipalité de Mandelieu-la-Napoule, c'est pas loin de Nice et de Cannes. Donc vraiment ça varie en fonction des tribunaux administratifs. Certains vont volontairement contre la jurisprudence du Conseil d'État ou voilà, pour envoyer un message ou des choses comme ça. Bon, c'est pas moi qui suis habilité à en parler, il faudrait interroger les magistrats qui prennent ce type de décision, mais ça dépendra vraiment là on va discuter, voilà, liberté fondamentale devant le tribunal administratif de Marseille. Est-ce que vous avez des informations sur la perquisition qui a eu lieu donc lundi 19 août donc au domicile de l'imam Ismail? Est-ce que vous avez des éléments à partager avec nous? Très peu, sachant qu'on est encore, c'est délicat d'en parler parce qu'on est vraiment c'était lundi, oui, on est à peine 48 heures après la perquisition. Les motifs paraissent très légers. On a trouvé un drapeau palestinien chez lui, mais c'est pas du tout une infraction. Donc voilà. On est vraiment, si on appliquait la même sévérité, j'ai même envie de dire le même arbitraire et la même brutalité vis-à-vis des autres cultes, on pourrait, si on applique vraiment la même sévérité, la même brutalité, et on fait preuve du même arbitraire envers les musulmans, et envers par exemple les autres croyants, on pourrait fermer n'importe quelle église et n'importe quelle synagogue dans la minute. Si on adopte les mêmes procédés, on peut fermer n'importe quel lieu de culte en disant, comme le fait l'avis de fermeture, que l'imam connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui a dit ceci. Voilà. Tout le monde est à 2 poignées de main de n'importe qui. Donc une culpabilité par association. Toujours, mais ça c'est vraiment capillaire. Capillaire. Exactement. On raisonne par capillarité. C'est-à-dire vous connaissez un tel qui connaît un tel qui un jour avait partagé un prêche de Tariq Ramadan, qui avait été formé à l'Institut de Leicester en Angleterre, par lequel était passé un tel qui a commis un attentat là-bas. Vous êtes en lien avec la personne qui a commis l'attentat. C'est comme ça que les autorités raisonnent. C'est le terreau de tout discours complotiste. Quand vous regardez bien, tout le monde a une poignée de main que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait quelque chose. Et donc, avec ce type-là de raisonnement, on peut fermer n'importe quelle école juive, n'importe quelle école catholique, n'importe quelle école musulmane. Si vraiment les autorités mettaient le même, j'allais dire acharnement, moi, on y est presque, mais la même brutalité, le même arbitraire, appliquer cet arbitraire-là aux autres cultes, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de synagogues ou d'églises qui resteraient ouvertes. Donc, c'est très dangereux. Malheureusement, on joue sur un certain nombre de peurs. Par exemple, dès que les personnes, j'ai fait un certain nombre d'interviews là depuis hier, et je sais pertinemment que quand je parle, par exemple, à une certaine presse, à partir du moment où ils entendent les mots imam, mosquée, prédicateur, prêche, pour eux, je sais d'avance, ça sent déjà le souffle. Peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été, pour eux, il y a déjà quelque chose de suspect, une forme d'herméneutique comme ça du soupçon qu'on applique. Et c'est ça que je trouve dangereux. Et je trouve ça dangereux parce que il en va pas uniquement des droits et libertés de la communauté musulmane, du sous-groupe national qu'on appelle musulman en France, il en va pour moi des droits et libertés de l'ensemble de la société. Et malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui se disent progressistes, démocrates, etc., qui dès qu'elles entendent, dès que pour elles l'affaire a de près ou de loin un rapport à l'islam, sont un petit peu réticentes, sont un petit peu frileuses en disant que après tout, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce type-là de raisonnement qui peut être dangereux. On a vu par exemple une partie des personnes qui se disent progressistes, démocrates, etc., réagir, mais longtemps après coup, sur la dissolution du CCIF, en disant mais qu'est-ce qu'on a laissé passer, mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité d'un point de vue juridique et politique, quel scandale d'un point de vue des libertés et droits fondamentaux. Mais trop tard, ils ont réagi, ces personnes-là, elles ont réagi, 1 an ou 2 ans après. Bon, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire, mais c'est un peu dommage de perdre à chaque fois un petit peu de temps comme ça. Et c'est intéressant, je parle du CCIF parce que une autre ruse, disons, de la raison administrative ou de la raison punitive par l'administration, c'est de s'appuyer sur sa propre répression. Je donne un exemple précis. Vous fermez le CCIF, par exemple, pour des raisons éminemment politiques. J'invite d'ailleurs tout le monde à lire le décret de dissolution du CCIF, il est disponible en ligne, pour se faire une idée du niveau des choses, des choses qui étaient concrètement reprochées au CCIF. Si vous, en tant qu'imam, vous dénoncez cette mesure comme étant injuste, vous faites à votre tour l'objet d'une répression parce qu'on dira, vous avez soutenu une association qui a été dissoute. Voilà.
Et on voit en fait comment la répression alimente sa propre logique. Une première mesure arbitraire, vous dénoncez cette mesure, vous faites l'objet à votre tour d'une mesure arbitraire parce que vous avez dénoncé une mesure arbitraire. On voit une espèce comme ça de cercle vicieux de la répression s'installer. Et donc le simple fait de critiquer une mesure arbitraire vous ouvre, en tout cas vous expose à votre tour à l'arbitraire du pouvoir. Merci beaucoup, Maître Rafik Chekhat, de nous avoir décrypté les enjeux de cette fermeture, hein, donc la fermeture de la mosquée Les Bleuets à Marseille, dont vous êtes l'avocat. Voilà, donc je remercie tous nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizane TV. On suivra très attentivement le développement de cette affaire. Merci beaucoup.